correctement expliqué, on travaille pour Financité, donc un mouvement citoyen. Notre objectif est d'essayer de rendre digestes des matières qui sont parfois volontairement rendues compliquées. Et quand on parle du quantitative easing, des différentes politiques de la Banque centrale européenne, dans le genre faire compliqué, ils sont extrêmement forts. Alors, entendons-nous bien, ici, on a donc une demi-heure pour discuter de ces différentes matières, des matières qui sont parfois mécomprises par des professeurs ou des étudiants d'économie eux-mêmes. Donc, on ne va pas pouvoir couvrir tout, on ne va pas pouvoir panacher, mais ce n'est pas grave. Parce que l'objet de travail de Financité n'est pas de vous dire ceci est correct, ceci est faux, c'est comme ça que ça marche. Par contre, ce que l'on souhaite, c'est vous donner des outils pour que vous-même, vous puissiez par la suite mieux comprendre l'actualité d'une part et potentiellement aller plus loin si la matière vous intéresse. Alors ici, on est sur une matière qui est extrêmement importante puisqu'on parle de centaines, de milliers, de milliards, à l'heure où on nous dit que l'on va peut-être taxer à gauche, à droite, qu'on cherche des petits sous, puis on en retrouve d'autres, et ainsi de suite. La pandémie rajoute comment dire, de l'eau au moulin de potentielles crises financières, économiques et budgétaires. Et il y a quelques jours, la Banque centrale européenne, tambour battant, a déclaré qu'elle mettait à nouveau 750 milliards sur la table. Mais quelle table? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Pour bien comprendre comment cette institution fonctionne, on va commencer par donner deux petits outils. Alors, attention si jamais vous êtes cardiaque, puisque ce que vous allez découvrir va peut-être vous choquer un petit peu, mais néanmoins, nous avons la chance que des décennies de recherche ont maintenant avalisé certaines choses. Donc, notamment celle que je vais vous présenter là maintenant tout de suite. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Pour parler de quantitative easing, donc déjà le mot il fait un peu peur, hein, d'assouplissement monétaire, on parle de monnaie. OK. Mais de quelle monnaie parle-t-on? On a différentes monnaies. Si jamais vous prenez votre smartphone, que vous vous connectez à votre PC banking, on appelle ça en Belgique, puisque la conférence est internationale, donc je précise, ou que vous alliez sur votre guichet de banque et vous voyez des petits chiffres qui vous indiquent le montant qu'il y a sur votre compte en banque. Est-ce que vous allez considérer que cela est de la monnaie? Ben, je pense que si on ne le faisait pas, on risquerait d'avoir une révolution demain, effectivement. Donc, on a là ce qu'on appelle un premier type de monnaie, de la monnaie scripturale, qui, nous allons le voir dans un instant, est principalement émise par les banques commerciales. Nous avons par ailleurs une autre grande institution qui a été fondée à la mesure de l'institution de l'euro dans cette zone, avec avec la Banque centrale européenne, qui pour sa part s'occupe de mettre en circulation deux autres types de monnaies. Donc nous en aurons trois en tout. La monnaie du chaland, si j'ose dire, celle que nous, pauvres citoyens, utilisons tous les jours. Nous avons également la monnaie papier, qu'on appelle la monnaie fiduciaire traditionnellement, composée de pièces et de billets, émises par la Banque centrale européenne également. Celle-là, tout le monde la connaît, il n'y a pas trop de problème à ce niveau-là, donc ça fait déjà deux. Et on en a une troisième qui va être l'objet de notre discussion aujourd'hui. C'est la monnaie Banque centrale électronique. Donc, Francfort, la BCE, émet un type de monnaie. Alors attention, il n'y a pas besoin de planche à impression ou quoi que ce soit. C'est une monnaie électronique, quelques coups de clavier et on obtient effectivement ces unités de compte. Alors, revenons un petit peu sur un concept. Donc, d'abord, je fais déjà un premier check ici. Est-ce qu'à ce stade, vous avez bien l'essence des différents types de monnaies dont on parle? Oui. Pas trop, ça serait bien de reprendre en vitesse? Ou non, pas du tout? Plutôt oui, c'est très bien. Alors du coup, on attaque la deuxième partie. On a trois types de monnaies. Attention. Une chose importante à comprendre relative à la monnaie est la chose suivante. On vit dans un monde légal. On vit dans un monde où il y a des gouvernants qui, si on ne fait pas ce que l'on doit, on va en prison. Et ce n'est pas un détail. Parce que si jamais vous avez une dette envers une institution, l'État peut évidemment notifier un huissier qui viendra prendre vos biens et, le cas échéant, vous mettre en prison si vous ne voulez pas rembourser une dette potentielle que vous auriez. Alors, si l'on considère uniquement dans un premier temps la première partie ici, à gauche, et que l'on regarde, tout d'abord, je cache ça, voilà, et que l'on regarde son propre bilan. Ah oui, c'est un petit peu de comptabilité, mais n'ayez pas peur, on ne va pas faire des entrées de factures, des sorties de stock, on n'est pas du tout dans cet esprit-là. On est ici
dans une manière qui est utilisée pour voir le monde et une manière qui est opposable légalement. Donc, très important. Donc, toutes les personnes qui ont une entreprise ou ont travaillé proche de ce genre de choses, ils verront tout de suite. Et pour les autres, ou ceux qui ont besoin d'un petit rafraîchissement, voilà comment fonctionne notre société marchande. Sur le marché, il y a des choses qui peuvent valoir des choses. Une maison, une voiture, un vélo et potentiellement du coup de l'argent que vous auriez sur votre compte en banque. Toutes ces choses, on les appelle des actifs, des avoirs. J'utilise le mot chose volontairement, bien entendu. Toutes ces choses, à nouveau, elles sont également la propriété de quelqu'un. Et la comptabilité, finalement, sert à marquer sur des documents opposables devant un juge, hein, donc c'est à nouveau la force de l'État qui est à prendre en compte ici, à qui appartient quoi. Si par exemple vous possédez pour 300 000 euros de choses, une maison, une voiture, un vélo et ainsi de suite, mais que vous avez également une dette de 200 000 euros. Pour le moment, on écarte les intérêts, on ne rentre pas dans cette complexité ici. Ça veut dire que votre valeur nette d'individu, au sens du marché évidemment, est de 100 000 euros. C'est-à-dire, par exemple, je reprends mon petit crayon un instant, 300 000 ici, moins, disons, 200 000 ici. Ça veut dire que votre valeur nette à vous est de, si j'ai dit 300 et si j'ai dit 200, ça veut dire 100 000 ici, au niveau du patrimoine. Alors, pourquoi est-ce important? Parce que les entreprises, donc ces personnes morales, fonctionnent exactement de la même manière. C'est-à-dire qu'une entreprise va posséder toute une série de choses, un magasin, une machine, une usine, des contrats, toute une série de choses qu'elle peut valoriser sur le marché à nouveau. En contrepartie, il y a une propriété qui est affectée à ces choses, qui est soit constituée de dettes que l'entreprise doit, et donc si on vient à liquider l'entreprise, c'est évidemment le banquier détenteur de la dette qui récupérera d'abord l'argent, et ensuite nous aurons les détenteurs de capitaux qui possèdent donc l'entreprise avec pouvoir de décision, mais également au prorata des choses qui existent dans cette entreprise, moins les dettes. Cet outil est évidemment très important pour la suite. Donc, à nouveau, est-ce que sur cette approche comptable, il n'y a pas trop de problèmes? Donc, on a toute une série de choses. Vous pouvez penser à vous-même, en fait, à votre maison, à tout ce que vous possédez et aux dettes proportionnelles que vous avez. Si vous enlevez ça, il vous reste votre valeur nette. Est-ce que ça va? On peut reprendre ou ça a l'air très bon. Alors maintenant, commençons directement. Donc, je vais un peu vite, hein. À nouveau, c'est un sujet qui peut se traiter en longueur. Donc voilà, j'essaie de vous outiller au plus vite. Et puis après, évidemment, nous aurons une belle séance de questions-réponses. Si l'on regarde maintenant notre banque, des acteurs très particuliers dans le monde économique. On peut palabrer sur l'histoire bancaire, qui est également le fruit d'une lutte d'influence afin d'obtenir certains droits et certaines capacités d'action que d'autres institutions n'ont pas. En Belgique, nous venons de célébrer la mise en place de la banque coopérative Newbie. Vous pouvez leur demander, c'est 7 ans de travail, un document de plus de 1000 pages à détailler pour pouvoir être une banque. Donc, n'est pas banque qui veut. Pourquoi? Donc, une banque fonctionne un peu de la même manière. Elle va posséder toute une série de choses. Sauf que la banque, majoritairement, ce qu'elle possède, c'est des bouts de papier, des contrats. Et par exemple, lorsque vous allez à la banque et que vous demandez pour faire un crédit hypothécaire, que vous prenez votre bic et que vous signez un papier qui vous engage à rembourser un certain montant avec certaines conditions, tel taux d'intérêt, tel nombre d'années, et ainsi de suite, vous avez alors un nouveau contrat qui vient d'être ajouté à l'ensemble des choses que la banque possède. Et pour elle, c'est bien. Imaginez que je fasse la même chose. Je vous signe un papier, moi, Nicolas, je m'engage formellement, et ce document est tellement bien rédigé qu'il est opposable devant un juge, à vous donner 1 000 euros par mois pendant un an. Ben, c'est cool quand même. C'est-à-dire que vous avez potentiellement, dans l'année qui vient, 12 000 euros qui vont rentrer. Vous pourriez vous dire, Nicolas, je ne le connais pas, enfin, il me parle là à distance, je ne sais même pas où il vit, je vais plutôt revendre ce bout de papier à quelqu'un d'autre, limite à 10, 11 000 euros, voilà, c'est pas grave. La personne reprend le risque, mais au moins, moi, j'ai le cash directement. Donc, on voit bien comme ce bout de papier a effectivement de la valeur. Et une banque est majoritairement composée de cela, de bouts de papier. Au moment où j'ai signé ce contrat, alors on va sauter l'étape du notaire, en l'occurrence, on simplifie pour le bien de l'explication. Au moment où je signe ce contrat,
la banque va également créditer mon compte et avoir elle-même, du coup, une nouvelle dette. En effet, ça c'est le premier effet choc, si j'ose dire. Un élément qui a été le sujet de moult débats. Aujourd'hui, c'est prouvé tant et plus. Ce n'est pas une manière que les institutions internationales aiment utiliser pour expliquer la monnaie, mais nous, en tant qu'acteurs de la société civile, on veut la présenter de la manière la plus pertinente pour les citoyens à comprendre. La monnaie que vous avez donc sur votre smartphone, sur votre application, quand vous regardez sur le guichet de votre compte en banque, elle est donc créée au moment où quelqu'un, vous ou une autre personne, après on se les transfère, a été à la banque signer un bout de papier. C'est pour ça qu'on appelle cet argent de la monnaie de dette. Elle est créée au moment où quelqu'un souscrit une dette. Et donc ce qu'on comprend ici, c'est que l'argent que nous avons sur notre compte en banque, c'est pour la banque une dette. En effet, c'est un droit de tirage, si vous voulez. C'est une reconnaissance de dette. S'il est écrit là maintenant sur mon application mobile, « Ah, Nicolas, voilà, tu as 200 €, il serait déjà temps de faire attention, première chose. Et ensuite, c'est une promesse que me fait ma banque, que si je vais au guichet, je peux effectivement retirer ces 200 €. Et ce n'est que ça. Et donc, en attendant, tant que je ne l'ai pas fait, la banque a une dette envers moi. Elle me promet virtuellement de me donner ces 200 €. Alors, maintenant, on va passer à l'aspect relatif aux réserves centrales. En effet, pour éviter que les banques fassent n'importe quoi, à travers le temps et l'histoire, toute une série de règles se sont mises en place. Deux règles majeures. D'une part, il faut qu'elle ait suffisamment de capital par rapport au total d'actifs dont elle dispose. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'avoir créé une banque avec 3 francs 2 sous et de commencer à créer, à signer des contrats et donc à créditer des comptes pour des utilisateurs dans des montants absolument terribles. Pourquoi? La raison est évidente. Si jamais il s'avère qu'un de ces contrats, en fait, ne vaut rien, ne peut pas être remboursé, eh bien, comme c'est un bilan, il doit toujours être équilibré. La banque fait faillite. C'est évidemment le problème que l'on a eu lors de la crise subprime de 2008, où toute une série de ces contrats signés par des personnes qui en réalité n'avaient pas la possibilité de les rembourser, c'est un peu plus compliqué que ça, mais je vous le fais en bref, eh bien, les banques se sont retrouvées avec du coup des actifs toxiques qui ne valaient rien, un peu comme Dexia ici en Belgique, et donc la banque était virtuellement en faillite. Et c'est pour ça qu'il a fallu la sauver, comme le dit Frédéric Lordon, c'était un scandale sans nom, mais une nécessité impérieuse, parce que l'ensemble des autres citoyens ont toujours leur compte en banque dans cette banque. Et donc, du coup, qu'adviendrait-il alors de ces dépôts? L'élément qui vient ensuite, la restriction qui est imposée au secteur bancaire, c'est d'avoir suffisamment de réserves centrales. Alors, qu'est-ce donc? Les réserves centrales, c'est ce que l'on va avoir lorsque l'on retire des billets. Alors, techniquement, il y a donc deux formes, comme je vous l'ai dit tantôt, de monnaie émise par la Banque centrale européenne. D'une part, les pièces et les billets, et d'autre part, cette fameuse monnaie électronique que l'on appelle réserve centrale. Imaginons que cette banque, elle est pour 1 milliard de réserves centrales. Si je vais à la banque et que je retire de mon autre compte 1 million, du coup, elle n'aura plus que 999 millions de réserves centrales et moi, j'aurai 1 million sur, en billets, par exemple, pour peu qu'on imagine que je puisse effectivement le faire. Et donc, cette quantité va diminuer. Ça paraît un détail, mais demandez au peuple grec qu'est-ce que ça fait de se pointer à sa banque, de vouloir retirer de l'argent et qu'on dise non, non, tu ne pourras retirer que 120 € par jour. Ça ne fait pas plaisir. Et donc, on impose aux banques d'avoir suffisamment de réserves pour être capable de faire face à des retraits pendant une période de 30 jours, par exemple. On leur demande également d'en avoir pour une quantité de au moins 1% de l'ensemble de leurs actifs. Donc, l'ensemble des choses ici, il faut au moins qu'il y ait 1% de réserve centrale. Donc, ici, au niveau de l'échelle, c'est beaucoup plus grand que ce qu'il y a en réalité. La contrainte suivante, c'est que si jamais vous êtes dans une banque, disons par exemple la Société Générale, et que vous faites un versement à ING, à une amie à vous par exemple, eh bien, la Société Générale, du coup, elle aura, donc si le versement est de 1 000 €, disons, elle aura 1 000 € en moins de dette. C'est pratique ça, pas mal. Tandis que ING va se retrouver avec le compte de son client où il y a 1 000 € en plus. Attends, ça ne va pas, j'ai une dette en plus.
Et donc, toutes ces banques, pardon, se retrouvent sur ce qu'on appelle le marché interbancaire et vont donc faire le change inverse avec ces fameuses réserves centrales. En gros, lorsqu'elles ont 1000 euros qui part ici, elles vont de la même manière prendre 1000 euros de réserve centrale et les envoyer à la banque qui a reçu ce nouveau dépôt. Évidemment, les volumes sont absolument terribles. Imaginez combien de transferts il y a au sein du système Target 2 dans l'Union européenne. Ce sont des montants absolument délirants. Et donc, tous les jours, il y a ce qu'on appelle le clearing. Vous avez peut-être entendu parler du scandale Clearstream. C'est un scandale qui est lié à ces sociétés qui font effectivement cette, comment dire, qui soldent les comptes entre les différentes banques. Par exemple, moi j'ai reçu 3 000 euros de tes clients, moi mes clients ont versé 2 000 euros chez toi, on va faire le change. Et comme il y a toute une série de banques, peut-être que je dois 1000 à une, qui doit 1000 à une autre et qui me doit 1000 à moi. Du coup, on est quitte. Et ainsi de suite. Donc, ces sociétés font tous ces calculs. Et donc, toutes ces banques se retrouvent, historiquement d'ailleurs, parce que ce système date de plusieurs siècles, où les banques émettaient des bouts de papier où il était écrit « Moi, Banque Franca, je vous promets de vous donner 100 pièces d'or quand vous viendrez chez moi ». Et ces bons pouvaient être échangés et, moyennant niveau de confiance suffisant, être également acceptés dans une autre banque. Et nous, on se retrouvait à la fin de la journée, par exemple à Wall Street, et on allait échanger ces bouts de papier entre nous. Voilà, j'en ai 10 de toi, tu en as 15 de moi, tiens, voilà, on s'en échange déjà 10, c'est bon pour ceux-là, et il en reste 5. Et donc, cette grande chambre de compensation, le terme français me revient enfin, c'est ce qu'on appelle le marché interbancaire, où toutes ces monnaies s'échangent ces réserves centrales. Dans le modèle traditionnel, on nous dit la chose suivante. La Banque centrale européenne, par exemple, influence le marché des crédits, qu'on a vu, donc quand la banque octroie des crédits à des clients, elle le fait en signant un contrat avec son client, et donc elle crée l'argent qu'elle met sur le compte. Donc c'est le premier marché que l'on a. Le deuxième, c'est le marché interbancaire, le marché des réserves centrales. Ces réserves, elles sont précieuses d'une certaine manière, ou en tout cas elles l'étaient, on va y revenir. À travers l'histoire, elles l'étaient. Les banques vont donc essayer de les garder entre elles. Il arrive qu'à la fin d'une journée, il y ait une banque qui n'ait plus assez de réserves. Que va-t-elle faire à ce moment-là? Elle va frapper à la porte de la banque voisine et dire, écoute, voilà, il m'en manque un petit peu, est-ce que tu ne peux pas m'en prêter? Ok, très bien, je te les prête. À quel taux? Dans l'Union européenne, c'est ce qu'on appelle le taux Euribor, un taux d'échange de ces réserves centrales entre les différentes banques centrales, entre les différentes banques commerciales. Pardon. Néanmoins, le système est un petit peu plus raffiné puisque les différentes banques peuvent également, une petite seconde, les excuses, voilà. Les banques peuvent également faire ce que l'on appelle des opérations de marché avec la Banque centrale européenne, par lesquelles elles vont ajouter des réserves dans ce grand panier qui est donc un cercle fermé. C'est ça qui est très important à comprendre, parce que quand on nous parle de « la Banque centrale européenne met 750 milliards sur la table », c'est en réalité ici qu'elle les ajoute, uniquement. Une manière de fonctionner traditionnelle, c'est pour une banque de dire, écoutez, voilà, j'ai plus de réserves là, mais par contre, j'ai des obligations d'État, d'un pays sûr comme l'Allemagne, la France, les Pays-Bas, ou d'un pays un peu moins sûr, comme ce qu'on appelait très galamment les PIGS lors de la crise de dette souveraine il y a quelques années. En échange de cette obligation d'État, cette dette d'État, la Banque centrale va l'accepter et donc elle va ajouter des réserves centrales. À la suite de la crise, cela n'a plus suffi. C'est-à-dire qu'il y a… Attendez, pardon, excusez-moi un instant. Je pense qu'il est temps de faire une pause. Voilà. Donc ça, c'est le mécanisme traditionnel de fonctionnement des banques. C'est-à-dire qu'elles ont des contraintes. Contraintes dans leur manière de pouvoir créer de l'argent qu'elles ne vont pas donner aux gens, mais mettre sur les comptes des gens en échange de contrats qui sont signés. J'espère que vous commencez tous à digérer également cet effet. Moi, c'est 10 ans que ça me scotche toujours, que donc quand on va signer un contrat à la banque, l'argent est créé à ce moment-là. C'est très important. Ensuite, la contrainte à laquelle les banques font face, c'est d'avoir suffisamment de réserves. Parce que si je vais retirer de l'argent, je suis un peu caricatural ici, mais ça fonctionne quand même, si je vais retirer de l'argent, j'ai envie qu'il y ait quelque chose qui sorte. Et donc, on dit aux banques, voilà, vous devez avoir des réserves.
Ces réserves, elles ont un prix pour les banques. Et donc, ces banques s'échangent ces réserves, mais chance pour elles, s'il venait à en manquer, la Banque centrale peut intervenir. Lors de la crise de 2008, et plutôt dans ces soubresauts après, il y a eu ce qu'on appelle une récession de bilan au sein des banques où elles essayent de nettoyer leurs actifs toxiques et donc d'être un petit peu plus saines. C'est pour ça qu'on a également fait des bad banks, des banques où on a mis tous les actifs toxiques qu'on met sur le côté, on ferme l'œil là-dessus. La Banque centrale a commencé à intervenir et dit, écoutez les gars, vous inquiétez pas, on va vous aider. On est là pour vous. Donnez-moi des bouts de papier. En échange, je vous donne de ma monnaie électronique à moi. Est-ce que sur cette base-là, on est plus ou moins OK? On refait un petit tour ou waouh? Magnifique. Carton plein. Et donc, on va commencer à entrer maintenant dans ce qui s'est passé juste après. Donc, des banques ont commencé à, comment dire, le problème de cette politique, c'est que ça n'a pas suffi à relancer la croissance, évidemment pour peu que l'on considère que la croissance soit une condition absolument nécessaire à notre bien-être, mais c'est un autre débat qu'on n'adresse pas aujourd'hui. Et donc, face à ce manque de croissance, la Banque centrale a dit, écoutez, on va encore plus vous faciliter les choses en vous donnant la possibilité d'obtenir encore plus de ces fameuses liquidités contre des actifs. Et donc, c'est pour ça que l'on dit que la Banque centrale a noyé les marchés, en réalité le marché interbancaire de liquidités, en mettant à disposition tous ces milliards contre différentes formes d'actifs. Actifs, à nouveau, ça peut être des bouts de papier de différentes natures. Majoritairement, on va retrouver des obligations d'État. Donc, ce QI qui est intervenu à la suite de la crise des dettes souveraines, et donc, mis à part pour la Grèce, pour les autres pays, on a mis ça à disposition, et donc la Banque centrale dit en somme, écoutez, chère banque, vous qui avez acheté dans la perspective de profit des dettes de la Grèce, de l'Italie, de l'Espagne, et qui commençaient à claquer des genoux, si je me permets l'expression, parce que ces pays parlent de quitter potentiellement la zone euro, de se mettre en faillite, etc., ce qui est inconsidérable pour la Troïka, bien entendu. Néanmoins, vous pouvez nous les donner, on vous les rachète prix d'origine, donc en plus, pas de perte à encaisser, et nous-mêmes, nous irons récolter les sous auprès des États, ce qui s'est passé par ailleurs. Et donc, les banques ont pu faire « merci beaucoup, voici, je vous donne mes obligations de ces pays ». Et donc, elles ont perdu en rentabilité, parce qu'elles deviennent du coup moins intéressantes pour l'investisseur spéculateur qui veut 3, 5, 10% de retour, ce qui a pour effet, et effectivement ça a marché, de faire baisser le taux d'emprunt de ces nations et également, par effet domino, de faire baisser le taux d'emprunt pour d'autres industries. Alors, je vous rassure tout de suite, ce n'était pas le cas pour le boulanger du coin, c'était majoritairement le cas pour d'autres entreprises, notamment les entreprises cotées. Et cela a évidemment fait un appel d'air. C'est-à-dire qu'il devenait très intéressant pour un groupe multinational de réémettre des obligations, de les vendre à prix plancher à des banques institutionnelles qui elles-mêmes pouvaient aller les rééchanger à la Banque centrale européenne à moindre coût. Et donc, ça a permis finalement aux grands groupes internationaux de se financer moins cher. C'est également une des raisons pour laquelle les places boursières ont explosé. Depuis 2014, on a vu une croissance. J'ai un graphique également, pas loin ici. On a vu une croissance de l'Euronext, voilà, je l'ai juste ici, je vous le montre, qui parle d'elle-même. Et c'est ce qui explique également ce phénomène pour lequel tant d'économistes de plateaux de télé feignent de ne pas comprendre pourquoi ce quantitative easing ne fonctionne pas à relancer l'économie réelle, c'est parce que tout simplement, ça a permis cet argent principalement de financer les groupes qui sont cotés sur les grandes places boursières, telles que par exemple l'Euronext. Ça a également invité les institutions internationales, les institutions bancaires, à se tourner vers d'autres placements intéressants, comme la dette internationale. On parlait du CADTM qui mène donc un autre combat, mais proche également relativement à donc, tous ces pays africains endettés. Pour peu que ce système soit bien compris, ils pourraient tout simplement faire leurs propres unités de compte, mais ce n'est pas comme ça que ça marche, mais c'est à nouveau un autre débat. Et donc, si l'on continue dans cette perspective, on voit que que le quantitative easing n'a pas servi la finalité qui était attendue,
de relancer l'économie. Pourquoi? Parce que pour relancer l'économie dans le modèle que l'on considère aujourd'hui, il faut prêter de l'argent soit aux particuliers, soit aux entreprises, dans cette idée que si un consommateur peut avoir un nouveau crédit pour une maison et donc le vendeur récupère du cash, tout simplement, l'entreprise qui souhaite augmenter ses activités va donc avoir un nouveau crédit supplémentaire pour acheter une machine et donc commander cette machine à une entreprise qui doit donc faire cette machine, qui doit donc avoir des employés en plus, qui doivent donc être payés en plus, qui eux-mêmes vont consommer et ainsi de suite et ainsi de suite. C'est le mécanisme traditionnel de relance keynésienne où l'on parle par exemple d'un État qui va allonger de l'argent, quitte à ce que ce soit à perte, pour relancer l'économie. Aujourd'hui, les États ne peuvent plus faire ça puisqu'ils sont disciplinés par les marchés financiers. Ils ne peuvent plus emprunter directement à leur banque centrale, ils doivent emprunter sur les marchés financiers, le marché secondaire. Élément très important qui est également le fruit évidemment d'une haute lutte institutionnelle et qui a été gravé dans le marbre de nos, de nos documents, j'ai dit de notre constitution, mais non, de nos traités européens, voilà, et qui est aujourd'hui donc inamovible. Alors la question qu'on se pose aujourd'hui, puisque le titre de cette présentation, et j'arrive au bout de mon temps, était de comprendre, mais pourquoi est-ce que l'on procède de la sorte? Alors évidemment, les théories peuvent aller bon train à ce niveau-là. Ce que l'on regrette chez différents acteurs de la société civile, c'est que l'on choisisse à nouveau de passer par le secteur bancaire pour relancer l'économie. À l'heure où l'on sait, ou ce dont on a besoin, c'est de nouvelles entreprises qui vont procéder à cette fameuse transition écologique, environnementale, sociétale, d'autres manières de produire et de faire économie entre nous qui sont absolument nécessaires pour éviter cette destruction de la planète à laquelle on fait face aujourd'hui. Et donc, on se dit, mais n'existe-t-il pas d'autres solutions? Eh bien, chance pour nous, bien sûr. La question, c'est plutôt laquelle choisir. Parmi ces solutions, on va retrouver, par exemple, le quantitative easing pour le peuple, qui est une campagne qui est menée maintenant depuis longtemps par une ONG, mais qui est théorisée depuis très longtemps, puisque ça peut s'apparenter à ce qu'on appelait la monnaie hélicoptère. Première fois que ce terme a été mentionné, c'était en 1969. Donc l'idée ne date pas d'hier, elle n'a pas été écrite sur un coin de table par un fou dans sa cave, loin de là. C'est quelque chose de tout à fait défendable. Et ça consiste en quoi? C'est extrêmement simple. Ça consiste à permettre à la banque centrale de créer de l'argent, comme on va le voir, j'ai oublié cette slide à vous montrer, donc je regarde dans un instant. Ça permettrait donc à la banque centrale de créer de l'argent et de la distribuer aux citoyens tout simplement. Quel montant, à qui, comment, quels détails technico-pratiques, on peut palabrer, mais l'esprit est là. Et pourquoi finalement permettre un financement à moindre coût des grands groupes internationaux, ceux qui ont accès, ceux dont les titres sont éligibles pour l'échange entre les banques et la banque centrale, alors que ce dont nous avons besoin, c'est d'un financement de la population. Évidemment, donner de l'argent revient au même que de faire, par exemple, un crédit d'impôt, revient au même, ou presque, à financer les États. Je recommence ici parce que du coup, j'ai vraiment fait un grand bond là. Les institutions, les traités européens empêchent le financement des États. On peut trouver d'autres manières de le faire. Et si évidemment, on donne la possibilité aux citoyens d'avoir plus d'unités de compte, de monnaie, cela permettrait d'avoir plus de consommation et donc plus de rentrées fiscales pour boucler le budget à nouveau dans ce concept par lequel un État doit être en équilibre budgétaire, ce qui à nouveau est une vision politique de l'économie. Ça n'a rien d'économique. Tout ça, ce sont des chiffres écrits sur des papiers. On peut avoir une dette qui flambe. C'est la vision que l'on peut tout à fait défendre et pour lequel il y a toute une école de pensée économique qui travaille et qui n'est pas engagée traditionnellement à la Banque centrale européenne. Pour le reste, on peut imaginer donc toute une série d'autres méthodes, mais voilà, je suis arrivé à la demi-heure, donc je suppose que les questions porteront là-dessus. Je me permets de faire un petit récap en vous partageant cette slide toute fraîche, toute chaude, que l'on vient de réaliser. Donc on reprend. Hop, je vais choisir orange. Donc nous avons ici notre banque. Lorsqu'elle décide d'accorder un nouveau prêt, eh bien, nous avons un nouveau contrat qui est signé ici. En contrepartie, nous avons plus de monnaie en circulation dans l'économie. Ce que peut faire la Banque centrale européenne et les autres banques, c'est sur base d'un actif, dire « Attends, cet actif-là, il m'intéresse beaucoup, je vais donc,
pardon, je recommence. La banque dispose de plein de bouts de papier, tels que les contrats qu'on a signés, comme celui qu'on vient de signer, là en orange, ce nouveau contrat qui a permis une création de nouvelles monnaies qui, elle, va bien circuler dans l'économie et ainsi de suite. Le quantitative easing, c'est quoi? C'est permettre aux banques centrales, aux banques commerciales, pardon, de revendre à la banque centrale ce fameux titre. En échange, on va donc créer un nouveau dépôt pour, pardon, on va donc créer un nouveau dépôt pour cette fameuse banque. Donc, évidemment, les comptes sont équilibrés, puisque proportionnellement, nous avons également un titre supplémentaire. Donc, oui, je suis tout en bas à gauche, j'espère que vous savez suivre ma souris. Et donc, en conséquence de cela, puisque la banque s'est délestée d'un actif, ben non, ce n'est pas juste, c'est attends, je veux ma quantité de réserve centrale supplémentaire. Donc, une des propositions, si j'efface tout ça, donc voilà, c'est d'où l'importance de l'aspect comptable de la chose, c'est qu'on voit bien que la monnaie, finalement, ce ne sont que des inscriptions sur des bilans. Et donc, ça nous donne plein de flexibilité. Sur du papier, avec un bic, on écrit ce qu'on veut. Par ailleurs, les indications ici sont plus ou moins proportionnelles à la réalité, à vue de nez. C'est-à-dire que la Banque centrale européenne possède aujourd'hui une quantité astronomique d'actifs suite à ses actions. Donc, elle a démontré sa capacité à accroître son bilan comme elle le voulait, à augmenter le nombre de lignes, si vous voulez, dont elle dispose. Et donc, une des revendications, c'est de dire, bah, écoute, tant qu'à augmenter ces lignes, plutôt de simplement donner des réserves aux banques qui leur permettront ensuite d'investir sur, c'est un petit peu tronqué de voir cela, mais je fais à nouveau un raccourci, d'investir sur les marchés financiers ou d'acheter des obligations d'État ou des obligations d'entreprise à moindre coût, donner directement l'argent aux gens. On peut l'imaginer de manière caricaturale, avec une augmentation du coût, une augmentation des actifs ici avec une création d'une ligne comptable, peu importe, proportionnelle à une augmentation de billets que l'on verrait ici, qui serait distribuée aux gens. Voilà, c'est la manière la plus simple de le présenter. On peut également passer par le secteur bancaire. On peut imaginer toute une série d'autres alternatives. Il y a par exemple plusieurs développements, et je termine là-dessus, qui sont faits par diverses banques centrales à l'heure actuelle à travers le monde, que l'on appelle par exemple la monnaie banque centrale digitale, ce qui nous permettrait, à nouveau de manière simplifiée, d'avoir par exemple un compte en banque à la Banque centrale européenne directement sur une application, et la Banque centrale pourrait dire, bah, écoutez, voilà, je crédite le compte de tous les Européens de 175 € par mois, ce qui correspond à la quantité de rachat d'actifs qui a été réalisée sur les marchés lorsque le programme était à un rythme de rachat de 60 milliards. Donc, ce n'est pas du tout délirant. C'est même, les chiffres corroborent. Donc voilà, ça fait beaucoup d'informations, j'en ai bien conscience, sur comment dire, des choses qui, si vous allez évidemment sur le site de la Banque centrale européenne, vous verrez tout ça avec une quantité telle d'acronymes qu'il vous faudra 4 pages de glossaire pour d'abord commencer à comprendre ce qu'ils racontent. Donc, on essaie ici d'expliquer ça de la manière la plus correcte, tout en évidemment devant assurer une certaine vulgarisation tout de même. Donc voilà, j'en reste là. On va, je pense, du coup